En 1588, à Londres, est jouée pour la première fois la pièce Tamerlan le Grand. Celle-ci rencontre un énorme succès et marque pour toujours le théâtre britannique. Pour écrire sa tragédie, Christopher Marlowe s'est inspiré de la vie de Timur, plus communément appelé Tamerlan en France. Ce Turc, d'origine mongole, qui a été à l'origine de l'un des plus puissants empires de son temps. Pourtant, Timur est un personnage complexe, qui traîne derrière lui la réputation d'être un grand chef de guerre, un grand bâtisseur et un grand amateur d'art en tout genre, mais aussi celle d'être l'un des dirigeants les plus sanguinaires de son temps. Dans cette vidéo, nous retracerons la vie de Tamerlan pour comprendre comment il a pu ériger, en moins de 50 ans, un empire s'étalant sur l'ensemble des territoires entre la Turquie et l'Inde. Vers 1300, la Perse et ses environs se trouvent toujours sous l'égide des princes mongols, descendants du grand empire de Gengis et de Kubilay Khan. Ces derniers sont à la tête de la Horde d'Or, dans les steppes du nord, de l'Ilkhanat en Perse et du Khanat de Jagatai à mi-chemin entre les steppes nomades du nord-est et les riches territoires sédentaires frontaliers de la Perse. Lorsque Timur naît, en 1336, deux de ces empires se sont déjà effondrés. L'Ilkhanat de Perse a été partagé entre les différents seigneurs féodaux iraniens et mongols, tandis que le Khanat de Jagatai a été divisé en deux. La Transoxiane, musulmane et sédentaire, s'est ainsi séparée des steppes nomades de l'Est. Timur naît donc en Transoxiane, non loin de Samarcande, durant cette période de troubles. Il est le fils de l'un des chefs de clan de la région. Durant son enfance, il reçoit une instruction dans les domaines de l'histoire et de la religion, bien qu'il semble qu'il n'ait jamais appris à lire et à écrire. À l'âge de 16 ans, en 1352, il offre ses services à l'émir Kaskan, qui était alors à la tête de la Transoxiane. Le jeune homme plaît beaucoup au souverain, qui ira jusqu'à lui offrir la main de sa fille. Mais en 1357, Kasgan est assassiné, et l'émirat sombre dans le chaos. Après ces événements, Timur devient chef de son clan, qui est alors l'un des plus importants de la région. En parallèle, le Khan des régions des steppes, Tughluq Timur, profite des troupes pour récupérer la Transoxiane, et ainsi réunifier le Khanat de Chagatai. Tamerlan accueille alors les bras ouverts ce nouveau Khan, et ce dernier, trop heureux d'un tel soutien, offre à Timur le rôle de conseiller en 1361. Mais quelques temps plus tard, sûrement déçu de ne pas avoir été fait régent de la Transoxiane, Timur se retire et va retrouver son demi-frère, Hossein, qui est alors le roi de la province de Balkh. Ensemble, ils lèvent une armée et prennent la route de Samarcande. Sur le chemin, ils écrasent les troupes jakataïennes qui essayent de les bloquer à la rivière Vakh. Après cette victoire, il libère sa ville de naissance, Yakabog, puis écrase une fois de plus les Jagatai lors d'une bataille décisive. Avec sa victoire, il s'ouvre les portes de Samarcande, dont il s'empare. Il devient alors, avec son demi-frère, le nouveau maître de la Transoxiane. Pour légitimer leur pouvoir, il place sur le trône un Khan fantoche, de la famille des Jagatai. Mais ce dernier n'a évidemment aucun pouvoir. Timur et Hossein deviennent ainsi les libérateurs et les maîtres de la Transoxiane. Mais les deux hommes s'entendent mal. Dès leur arrivée à Samarcande, Tamerlan s'attire les faveurs des nobles de la région en payant à leur place les impôts que son demi-frère a mis en place. Mais Hossein est encore trop puissant. Il est roi d'une principauté afghane, tandis que Timur n'est que le seigneur de quelques régions en Transoxiane. Ainsi, après de nouvelles mésententes, Hossein chasse son rival de ses terres et s'empare de Yakabog. Timur, lui, encore trop faible à ce moment, préfère se retirer au Khorasan. Quelque temps plus tard, il se rapproche de ses anciens ennemis, les Mongols Jagatai, et se propose de mener une invasion de la Transoxiane en leur nom. Hossein, lorsqu'il apprend la menace, prend peur et propose à son rival une alliance, mettant en avant leur foi commune et le besoin de protéger la Transoxiane contre les Mongols hérétiques. Timur, bien entendu, n'attend que ça et accepte sans hésiter de se rallier à son demi-frère. Il récupère ainsi ses terres et reprend sa place aux côtés d'Hossein.
Il profite de cette accalmie pour solidifier sa position en Transoxiane. Il continue de s'attirer les faveurs des nobles locaux tout en restant loyal à son demi-frère. Mais avec le temps, cette loyauté prend des airs de menace. Et O'Shane, comprenant que Timur a gagné le premier plan en Transoxiane, décide de se retirer de plus en plus souvent en Afghanistan. En 1369, finalement, Timur lance une invasion surprise des terres de son demi-frère. Il s'empare de la ville de Kunduz sans combattre, tandis que le seigneur de la région se rend à lui. Il arrive ensuite devant Balkh, la capitale de son rival, avant même que celui-ci n'ait pu faire quoi que ce soit. Sans aucune chance de victoire, O'Shane capitule, jure de renoncer au pouvoir et de partir en pèlerinage vers la Mecque. Timur lui accorde généreusement son pardon, puis le fait assassiner, tandis qu'il fait massacrer la population de Balkh, qui est coupable d'avoir soutenu son demi-frère. Au cours de son règne, Timur traîne ses armées de l'Inde à la Turquie et de la Perse jusqu'aux steppes du Nord. Toutes ces conquêtes se succèdent à un rythme effréné, sans logique territoriale. Dès son accession au pouvoir en Transoxiane, Tamerlan menace de guerre le pays voisin, qui s'étend sur l'actuelle région de Khorezm. Le roi de cet état, O'Shane Kufi, avait auparavant profité des troubles en Transoxiane pour s'emparer de la ville de Khiva. Devant le refus de ce dernier de restituer la ville, Timur prend la tête de son armée et lance une invasion du pays en 1371. Elle est rapidement un grand succès et O'Shane Kufi meurt durant celle-ci. Son héritier, Yusuf Kufi, négocie la paix en échange de Khiva. Mais l'année suivante, le roi regrette cette défaite et revient ravager ses anciennes possessions, ce qui pousse Timur à reprendre les hostilités en 1373. La paix est à nouveau signée rapidement, mais cette fois-ci par un mariage entre la fille de Yusuf et Timur. Malgré cela, la paix n'est pas solide, et le roi de Khorezm profite de chaque absence de Timur pour partir piller la Transoxiane. Excédé, Tamerlan finit par annexer ce voisin un peu trop dérangeant en 1379. Les habitants de la ville d'Urgenj, la capitale du royaume, sont tous massacrés lors de sa prise. En parallèle de ces guerres, Timur cherche également à se débarrasser des restes du Khanat Jagatai au nord. En faisant cela, il cherche principalement à protéger la Transoxiane d'une future invasion. Ainsi, il lance une expédition quelques années après être monté sur le trône. Celle-ci monte jusqu'à Sairam, où l'armée de Timur met en déroute les Mongols et amasse un énorme butin. Une seconde expédition est lancée en 1375, durant laquelle Timur écrase une fois de plus l'armée du Khanat avant de saccager ses terres, et capture même la fille du Khan qu'il place dans son harem. Mais les Mongols ne s'avouent pas vaincus. Après le départ de Timur, ils pillent la ville d'Andijan, ce qui provoque une nouvelle invasion de la part du Turc. Une fois encore, celle-ci s'avère être victorieuse. Pourtant, les Mongols n'abandonnent pas, et Timur est forcé d'engager 4 autres expéditions dans les terres mongoles. Mais il ne parvient jamais à mettre réellement la main sur ces terres. À chaque fois que le conquérant s'éloigne des steppes, le Khan, insaisissable, récupère ses territoires. Une paix durable n'est signée qu'en 1397, lorsqu'un nouveau Khan de la maison Jagatai monte sur le trône. Ce dernier est un fervent musulman et il offre sa fille en mariage à Timur. Depuis la chute des Mongols en Perse, l'ancien Ilkhanat a été partagé entre de nombreux petits états locaux. Ce manque de cohésion transforme la région en une cible facile, et Timur s'en rend bien compte. Après ses premières expéditions épuisantes dans les steppes du Nord et dans le royaume de Khorezm, Tamerlan dirige son armée vers Hérat, la capitale du royaume des Kerts, qu'il conquiert sans réel combat en 1381. L'année suivante, la ville se révolte, ce qui encourage Timur à y provoquer un bain de sang. Le conquérant va jusqu'à y faire ériger des tours de crânes humains. Après cet aparté, le Turc prend la route du Khorasan oriental, où il profite d'une dispute entre deux souverains pour annexer sans combattre la principauté des Sarbédariens, et pour conquérir, au prix d'un siège compliqué, la ville de Espharayen, qu'il réduit en cendres. Timur soumet dans la foulée la région du Kélat et écrase l'émir Wali, qui est forcé de lui payer un tribut. Peu après, Timur fait marche arrière pour punir la ville de Sabvezar qui s'est révoltée.
Il y fait entasser 2000 prisonniers vivants avec de la boue et des briques pour construire une tour. Le conquérant fait également connaître le même sort à la ville de Zarenge, où tous les habitants sont massacrés. Il va jusqu'à détruire le système d'irrigation de la région du Sistan, ce qui transforme les terres en désert. Timur achève ensuite ses conquêtes de la Perse orientale en s'emparant de Kandahar en 1383 et en achevant l'émir Wali non sans difficulté en 1384. Maintenant que la Perse orientale est sous son giron, Timur tourne la tête vers l'Occident. Après avoir abattu l'émir Wali, il prend la route de Soltaniyeh où se trouve Ahmed Jelaïr, le souverain des alentours. Avant l'arrivée de Timur, Ahmed fuit vers Tabriz, ce qui permet aux conquérants de prendre la ville sans combattre. Un an plus tard, en 1386, Timur s'empare du Luristan, avant de se diriger vers Tabriz avec son armée, ce qui fait fuir Ahmed une fois de plus. Cette fois, le souverain se retire à Bagdad. Le Turc prend ensuite la route de la Géorgie chrétienne, qu'il annexe. Il fait aussi un détour pour écraser une armée de la Horde d'Or qui s'est introduite sur son territoire. Puis il se rend en Arménie où il soumet les différents princes de la région, non sans précipiter les défenseurs de la ville de Van du haut d'une montagne. Dans la foulée, Timur fait aussi décapiter 70 000 habitants d'Espharaïen pour les punir d'avoir tué ses précepteurs d'impôts dans la nuit. Les têtes sont bien évidemment exposées aux yeux de tous à l'extérieur de la ville, et le souverain fait même lever des tours avec ces dernières. Après avoir maté d'autres révoltes, Timur prend la route de Bagdad qu'il envahit sans combattre. Ahmed Jelaïr, qui s'était réfugié dans la ville, prend une fois de plus la fuite et est accueilli par le sultan mamelouk en Égypte. Après le départ de Timur, Ahmed reprend Bagdad avec l'aide d'un autre souverain, Kara Yusuf, le chef de la horde des moutons noirs. Mais quelques années plus tard, en 1401, Timur retourne conquérir la ville. Cette fois, il massacre la quasi-totalité de ses habitants et provoque la fuite de Ahmed et Kara Yusuf en Égypte. Ainsi, il achève ses conquêtes de la Perse et ses environs à l'âge de 64 ans. Durant ses conquêtes de la Perse, Tamerlan a parfois eu à affronter des ennemis particulièrement puissants. Entre 1376 et 1378, Timur offre son soutien à Toktamish, un descendant de Gengis Khan et prétendant au trône de la Horde Blanche. Pour cela, il lui offre des terres frontalières à cette dernière ainsi que des troupes. À 3 reprises, Toktamish est chassé de ses terres par le Khan, et à 3 reprises, Tamerlan l'y restitue et le soutient. En 1378, enfin, Toktamish parvient à vaincre son rival et à remonter sur le trône de la Horde. Il se transforme alors en un grand chef et 2 ans plus tard, il soumet la Horde d'Or, réunifiant ainsi les 2 hordes en une seule. Il s'illustre encore en pillant un grand nombre de villes russes, dont Moscou, et en forçant ces dernières à lui payer un tribut. Mais le Khan commence alors à mépriser Timur. Comment ce Turc sédentaire pourrait-il se permettre de traiter un descendant de Gengis Khan comme inférieur ? Toktamish lève alors ses troupes en 1387 et part à la conquête de l'Azerbaïdjan, un territoire qui vient de tomber sous la tutelle de Timur. Ce dernier accourt alors à sa rencontre, mais malgré tout, Toktamish parvient à lui résister, mettant même l'armée de Tamerlan en danger. Mais le Mongol est finalement forcé de fuir lorsque le Turc reçoit des renforts de la part de son fils. Mais le Khan n'en démord pas. À la fin de l'année, il revient et pille la Transoxiane de haut en bas. Il ne quitte le pays que l'année d'après, avec un butin énorme, sans que Timur n'ait eu le temps de réagir. Toktamish revient l'année suivante pour piller l'est de la Transoxiane. Mais cette fois-ci, le Turc le repousse. Pour en finir, Tamerlan lance une expédition pour écraser son rival en 1391. Ses troupes s'enfoncent alors dans les énormes steppes russes. Mais Toktamish évite le combat. Il ne fait que reculer, ce qui aurait pu causer la perte de Timur. Mais finalement, les 2 armées se rencontrent près d'Orenbourg. La bataille est un franc succès pour Timur. Ce dernier ne cherche pas à occuper la Horde d'Or. Il s'empare simplement d'un énorme butin et rentre en Transoxiane. Toktamish remonte alors sur le trône de la Horde. Il s'allie aux Mamelouks d'Égypte contre Timur en 1394. Ces derniers lancent une invasion du sud de l'Empire, mais abandonnent sans combattre lorsque l'armée du Turc approche. Cette nouvelle agression convainc le conquérant à lancer une nouvelle expédition contre la Horde. En 1395, il prend la route du Caucase et s'attaque directement aux riches villes de la région. Toktamish ne parvient pas à l'arrêter et est vaincu sur les bords du fleuve Terek.
Cette défaite force le Khan à fuir. Il ne retrouvera jamais vraiment son pouvoir. Après cet aparté dans les steppes mongoles, c'est vers l'Inde que Timur tourne son regard. Là-bas, le sultanat de Delhi, qui a une fois régné sur tout le nord du sous-continent, est en plein déclin. Une armée timouride part alors poser le siège devant Multan en 1398. Elle est ensuite rejointe par Tamerlan et le gros de ses forces, puis file vers Delhi. Les Indiens tentent bien de réagir, mais ils ne font pas le poids. Les armées turques entrent finalement dans la capitale l'année suivante. Durant la campagne déjà, ce n'est pas moins de 100 000 prisonniers hindous qui ont été massacrés. À Delhi, les massacres et les pillages continuent, tandis que des pyramides de crânes sont élevées aux quatre coins de la ville. Le butin gagné par Timur est énorme, parce que depuis plus de 2 siècles, les sultans indiens entassent leurs trésors à Delhi. Après son pillage, Timur rentre en Transoxiane, sans annexer le sultanat. Comme souvent, il se comporte plus comme un mongol que comme un souverain éclairé. De plus, en ravageant le sultanat de Delhi, il porte un grand coup à l'islam dans le sous-continent. Il avait pourtant évoqué la guerre sainte pour justifier son attaque. Tamerlan regarde aussi vers l'ouest, là où se trouve le dernier pouvoir encore capable de s'opposer à lui, l'Empire ottoman. Là-bas, le sultan Bajazet a élevé l'Empire au sommet de sa puissance, en écrasant les principautés orthodoxes des Balkans et les autres principautés turques d'Anatolie. Il a même repoussé la croisade menée par les Hongrois en 1396. Les deux puissants souverains s'envoient des lettres d'insultes à la fin du XIVe siècle, ce qui pousse Tamerlan à engager une expédition en 1400. Mais ce n'est qu'en 1402 qu'il cherche vraiment à envahir l'Empire. Il prend alors la route d'Ankara où se trouve l'armée ottomane. La bataille, qui dure depuis 6 heures, est l'une des plus importantes de son siècle. Ce n'est pas moins de 200 000 hommes qui s'y affrontent. Au final, Bajazet est vaincu puis capturé par Timur. Il meurt quelques semaines plus tard. Après sa victoire, la conquête de l'Anatolie est offerte à Timur, qui s'y donne à cœur joie en pillant toutes les villes à sa portée. Il relève également les principautés anatoliennes qui avaient été auparavant conquises par Bajazet. Mais une fois de plus, c'est à l'islam que cette conquête fait le plus de mal. En écrasant les Ottomans, c'est la tête de proue musulmane en Europe que Timur affaiblit, retardant ainsi, de plusieurs dizaines d'années, la chute de Constantinople. Finalement, c'est en campagne que le conquérant meurt. En 1405, il part à la conquête de la Chine des Ming, mais meurt avant d'avoir pu combattre son adversaire. Son empire est alors, selon son testament, partagé entre ses fils et ses petits-fils. Dès sa mort, des luttes de pouvoir éclatent, chacun de ses descendants levant l'armée de son propre fief pour essayer de s'emparer de la Transoxiane et du trône de Samarcande. C'est Shah Rukh, le 4e fils de Timur, qui sauvegarde finalement le pouvoir. Il devient un excellent souverain. Grand amateur d'art, il est d'ailleurs à l'origine d'une véritable renaissance timouride. Mais le nouveau souverain ne contrôle que la Transoxiane et l'Iran oriental. En soit, l'empire ne survit pas à la mort de Timur. En revanche, les princes timourides restent des acteurs importants en Iran. L'un des descendants de Timur sera même le fondateur de l'empire moghol, qui s'étendra sur une grande partie de l'Inde jusqu'à la colonisation britannique. Quoi qu'il en soit, après le passage de Tamerlan, c'est la Perse qui se retrouve considérablement affaiblie. Le conquérant est à l'origine d'un nombre considérable de massacres et de dévastations en tout genre. Des villes entières sont ravagées après son passage, et le désert s'étend dans les terres persanes qui étaient déjà compliquées à cultiver. Il est possible qu'il soit à l'origine de la mort de 5% de la population mondiale de l'époque, bien que les chiffres soient toujours très compliqués à trouver et interpréter.